d'être venu à cette dernière conférence de la journée, je pense. Nous allons avoir un bon plateau pour parler d'un sujet assez central dans le métier de la relation client et ce qu'on appelle. On y travaille, qu'on soit un simple utilisateur, ça reste aussi vrai, puisqu'on est tous concernés par la qualité des centres d'appel, des prestations qui rendent, et qu'on a le sentiment souvent que la productivité est un peu trop prégnante, et qu'on aimerait bien avoir justement des gens en face de nous qui auraient davantage de temps à nous consacrer. Alors, je vais passer en revue mes invités aujourd'hui. Juste vous dire un mot de qui je suis. Je suis donc Emmanuel Mignot. Je suis l'hébergeur et l'éditeur d'un wiki de la relation client qui s'appelle Cher Client, comme vous pouvez le voir sur ce panneau, cherclient.com. Et je suis aussi le fondateur et le gestionnaire, le manager d'une structure qui s'appelle Télétech International, qui est un prestataire en centre d'appel parmi d'autres, et en particulier parmi ceux qui m'accompagnent aujourd'hui. Alors, je vais passer la parole successivement à mes voisins en allant de gauche à droite, et puis après on va revenir au cœur du sujet si vous le voulez bien. Moi, je m'appelle Olivier Girard, je suis en charge de la direction commerciale et marketing de Laser Contact, qui est un outsourceur en relation client. Les commercial et marketing par rapport au sujet qui nous concerne aujourd'hui me met au cœur du sujet, parce qu'à la fois il faut aller voir des gens pour les convaincre d'un niveau tarifaire et en même temps essayer de trouver à l'intérieur quelque chose qui le justifie. Donc voilà, un sujet qui me concerne particulièrement. Bonjour, je suis Francis Barbier, je suis le directeur de la relation client du groupe UGC. Je pense un petit peu seul par rapport à mes autres collègues. Ma société a fait le choix de l'outsourcing au début de son activité pour les cartes UGC en 2000. Et j'ai fait le choix de réinternaliser la totalité de la relation client depuis 5 ans maintenant. Bonjour, moi je suis Cédric Elias, en fait je suis directeur de la franchise et du CRM de Phone House. Donc on a une petite spécificité, c'est que dans le groupe, on a des solutions internes et externes. On a différentes expériences qu'on peut partager. Et il se trouve qu'en l'occurrence en France, on a choisi d'externaliser et avec Laser pour avoir cette expérience, ce partage d'expérience. Je ne sais pas si Il faut avoir de mal fonctionner. Bonjour à tous, Vincent Bernard, je suis directeur général pour les activités françaises et Roumanie du groupe WebHelp, opérateur généraliste de centre de contact. On est implanté, pour ceux qui ne me connaissent pas, en France, au Maroc et en Roumanie. Donc, je suis très heureux de partager avec vous les réflexions du jour qui sont un peu casse-gueule pour un outsourceur, mais qui sont en tout cas au cœur des préoccupations des donneurs d'ordre comme des outsourceurs. Très bien. Merci donc. Parce qu'effectivement c'est un peu courageux, aussi bien pour les donneurs d'ordre qui sont représentés par UGC et The Phone House aussi bien sûr, mais UGC avec une particularité, c'est qu'il a internalisé la prestation. Une particularité qui va nous raconter, je pense, on peut commencer par là, parce que je vois que c'est une bonne introduction au débat, parce que partant d'une solution externalisée avant de la réinternaliser, pourquoi? Alors, le choix d'externalisation, tout d'abord, a été fait en 2000 au lancement de la carte UGC illimitée, qui est un de nos produits phares. Et clairement, ça n'était pas le métier d'UGC de traiter des clients. C'est son métier de traiter des spectateurs, mais pas des clients en tant que tels avec des besoins spécifiques, avec un traitement de front office et back office. Donc pour lancer au mieux et au plus vite la carte, il était fait appel en fait à un outsourceur. Et on s'est rendu compte, au changement de contrat avec un deuxième outsourceur, on s'est rapidement rendu compte en fait, qu'on avait une mauvaise maîtrise de la gestion de la relation client, une mauvaise maîtrise de l'image et clairement un traitement qui ne correspondait absolument pas du tout aux attentes qualitatives qu'on était en droit d'espérer. Donc de ce fait, on a fait le choix en 2006 pour avoir véritablement la mainmise sur la qualité de service, la mainmise sur les données qu'on pouvait traiter et bien évidemment toute la valeur ajoutée, à savoir le traitement de la fidélisation. Nous avons fait le choix
d'internaliser le service, donc d'aller un petit peu à l'encontre de ce qui se passe actuellement. Et donc depuis 5 ans, nous avons développé nos propres systèmes, nous avons développé notre propre outil CRM, il est entièrement web-based, c'est un outil maison. Et de ce fait, de toutes ces solutions que nous avons décidé d'effectuer en interne, est arrivé en fait à la totalité de la politique client assez qualitative qu'on essaie de mener, tout canaux confondus. Alors, est-ce que vous pouvez juste pour préciser de quelle taille d'équipe on parle? Là, on parle d'une équipe d'une vingtaine de personnes avec 2 middle managers, un chef de projet et moi-même. Et le reste étant des conseillers clientèle qui sont multitâches et multi-biens. Alors, vous dites que la motivation principale c'était la qualité. Tout de suite, ce qui vient à l'esprit comme réflexion, c'est comment est-ce qu'on est capable d'amortir le niveau d'équipement qu'on retrouve de plus en plus dans les call centers, avec une technicité, une évolution extrêmement rapide, le canal, la supposée intégrer les bases de données, différents canaux de communication. C'est comment est-ce qu'on peut amortir et surtout assumer un effort pareil avec une équipe de 20 personnes. C'est réputé impossible ou extrêmement difficile, surtout dans la durée. Comment vous avez abordé cette question du jeu? Alors, nous avons essayé. Alors, en effet, c'est très difficile, c'est clair. Maintenant, il faut déjà que vous ayez en premier lieu, vous ayez la confiance de votre entreprise. C'est primordial. Donc ça, c'est une chose que nous avions à la base. Deuxièmement, nous avons choisi d'utiliser une technique, en l'occurrence le tout web dès le début, pour avoir un outil de CRM qui soit le plus évolutif possible, donc qui nous coûte le moins cher on va dire en mise à jour. C'est un logiciel libre, c'est un logiciel complètement libre et surtout qui a été constitué pour nos besoins propres. Par contre, ça a été constitué donc pour la maîtrise d'ouvrage pour ma part, et ensuite c'était effectué pour la maîtrise d'œuvre par une société qui s'appelle Maximal. D'accord. Vous pouvez donner pour nos auditeurs une clé en disant de quel produit il s'agit? La base, c'est techniquement, c'est quoi? Ah, mais c'est de l'open source. Tout en open source. Tout en open source, absolument. Donc de ce fait, on a une liberté totale en fait sur l'évolutivité de l'outil, ce qui veut dire qu'on a pu plugger en fait différents éléments, tout ce qui est outils de suivi, outils de reporting. On a intégré la solution Via Télécom qui est sur le salon en l'occurrence. On a intégré la solution Via Télécom pour tout ce qui est suivi des appels. C'est multicanal. Donc là, on va bientôt intégrer les remontées Facebook, parce que nous allons bientôt ouvrir notre page Facebook officielle d'ici une dizaine de jours. Donc tout ça est déjà été intégré. En fait, l'outil est complètement protéiforme et il répond en fait aux besoins d'évolution, jusqu'à présent en tout cas, tels que nous en avons besoin vis-à-vis du suivi de notre client et évidemment pour un très bon rendu de prestations. Merci, on va revenir après aux aspects de qualité, qu'est-ce que vous avez rencontré comme obstacle éventuellement, comment vous avez traité. Pour revenir à l'antithèse, en quelque sorte, avec Cédric sur The Phone House, qui a fait le choix inverse, c'est-à-dire un choix d'externalisation avec à l'inverse une très petite équipe qui pilote cette externalisation. En fait, nous, donc, juste pour présenter très rapidement l'entreprise, The Phone House, c'est 330 magasins, donc c'est vraiment une entreprise de distribution. On a 1500 salariés et on fait à peu près 1 million de lignes de téléphonie par an sur les multi-opérateurs, à savoir Orange, Bouygues, SFR et Vodafone. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, Phone House avait 3 activités, donc une activité de distribution, une activité de B2B et une activité de service client, avec principalement des centres de contact pour le compte des opérateurs. Et à un moment, on s'est rendu compte que pour pouvoir réellement émerger dans ce métier d'outsourceur, il fallait avoir une certaine taille. Notre métier, c'était la distribution, ce n'était pas la gestion de centre d'appel. Donc on a décidé à ce moment-là de revendre le centre d'appel et de faire appel à l'outsourceur, parce que tout simplement, ce n'était pas notre métier. On a 1500 salariés, donc on recrute dans le cadre de l'ouverture de nos magasins, de la montée en compétence des équipes. Le monde de la convergence est dans un monde qui évolue extrêmement vite. On a besoin d'avoir des équipes RH extrêmement dédiées à nos équipes de vente. Et le choix a été très clair de dire ça n'est pas notre métier, faisons appel à un spécialiste. Et à l'issue du premier contrat qu'on avait avec le précédent outsourceur, on a plein d'appels d'offres et c'est donc Laser qui a remporté cet appel d'offres. Avec dans les critères de l'appel d'offres
le choix délibéré de rester en France et principalement en Provence. Pourquoi en France? Parce que notre métier est très compliqué. On a 3 activités, 4 opérateurs, les offres elles changent tous les mois, le logo il change toutes les semaines. Et on voulait une vraie proximité puisque j'ai une petite équipe. J'ai 3 personnes aujourd'hui qui s'occupent de la partie service client, donc avec une relation client, on va dire quasiment en one-to-one avec 2 personnes et une personne chargée du service client plus spécifiquement. Et ça implique que ces équipes-là, elles soient sur le centre toutes les semaines avec les équipes. On a en plus 3 métiers. On a un métier d'assurance, on a un métier de service client, on va dire classique, et toute la gestion du web. Donc j'envisageais pas d'avoir des équipes soit doublées, triplées, soit qui passent leur vie dans les années. Comment une proximité? C'est la proximité, vous habitez ce centre de chez Laser, là je vais m'adresser à Olivier. Il est situé à proximité géographique de votre bureau? Il est à Tours, à Auxigny pour être précis. Donc proximité géographique, on va dire oui. Parce que vous êtes pas évidemment. Vous êtes à Tours évidemment? Non, non, nous sommes à Suresnes. Donc moi, ce que j'appelle proximité géographique, c'est 50 minutes au TGV. D'accord. Alors pourquoi ne pas avoir fait le choix, allant jusqu'au bout, d'internaliser, d'avoir une équipe qu'on appelle dédiée, enfin déléguée, dans vos locaux, qui serait parce que c'est pas notre métier. C'est pas notre métier. Moi, mon métier, c'est de vendre des téléphones et d'apporter un service de qualité à mes clients. C'est pas de gérer un centre d'appel. Alors, comment s'appelle Webhelp, qu'on a fondé son développement au départ sur une mécanique très offshore? Est-ce qu'on répond à un client qui dit « Moi, je n'envisage pas de faire autrement qu'en France pour des questions de proximité et de qualité, etc. » Alors, effectivement, nous, on a une palette aujourd'hui de réponses qui est assez large. Effectivement, l'histoire de Webhelp, c'est une histoire qui a démarré en offshore et qui s'est poursuivie très fortement en France aujourd'hui, où on fait maintenant l'essentiel de la croissance pour effectivement permettre, dans notre position de prestataire de service, d'être à même de couvrir un peu le stock général des solutions qui sont demandées par les clients qui nous sollicitent. Donc on sait faire un peu les différents modèles. Alors après, il y a voilà, la complexité, c'est qu'il n'y a pas de bonne réponse en fait, à la question quelle est la bonne qualité, quel est le juste prix et tout ça. Nous on le voit bien dans les échanges nombreux qu'on a avec tous nos clients, c'est qu'il y a des perceptions très différentes de ce problème et qu'il n'y a pas de réponse. Et chaque organisation a sa réponse et on voit par exemple sur les principes de base, par exemple comme l'opposition entre la qualité et la productivité, le débat qui reste dans de la relation client qui est porté tout le temps sur les plateaux, c'est quelque chose sur lequel on se fait des idées fausses. On constate avec les clients avec nous, par exemple, que les clients, les conseillers clients qui ont parfois les meilleures notes qualité sont aussi souvent ceux qui ont les meilleurs indicateurs de qualité et les meilleurs indicateurs de productivité. Donc, je pense que premièrement, il ne faut pas opposer forcément à la recherche d'une réponse. Il ne faut pas opposer les deux modèles, il n'y a pas d'incohérence, c'est ce qu'on vertueux, très qualitatif, très staffé en nombre de superviseurs, etc. Et de l'autre, le service client offshore, il y a un superviseur pour 40 conseillers clients et on fait de l'abattage. Quand on est sorti ces mondes-là et maintenant on est dans des questions un peu plus équilibrées. Alors nous, notre réponse par rapport à tout ça, d'abord c'est une réponse de prestataire, on est tous les trois là, donc c'est une réponse, on essaie de conseiller et d'accompagner, mais on n'est pas les décideurs ultimes de la manière dont le donneur d'ordre va concevoir sa relation client. Ce qu'on peut faire, c'est accompagner du mieux possible et d'anticiper ses réponses. On voit qu'on a deux prestataires, enfin deux donneurs d'ordre ici, qui ont l'un et l'autre démontrent une certaine exigence de qualité. Comment cette qualité vous l'avez manifestée? On va revenir, parce que vous n'avez pas répondu à ma question sur la partie offshore. Je crois qu'en termes de prestataire qui a été les premiers à proposer une solution offshore chez Télétech en 2000, c'est 11 ans. Moi, je n'oppose pas un offshore qui ferait du bas de gamme à une solution française qui ferait de la qualité. Je pense qu'il y a des problématiques effectivement de maturation de la solution peut-être plus longue pour travailler offshore, parce qu'effectivement, pour un Marocain, maîtriser le nom et les noms propres des noms de villes ou des noms des lieux géographiques français, c'est probablement plus compliqué, ça prend du temps. Mais bien entendu, comme il y a un différentiel de coût important, on a pu démontrer très souvent les uns et les autres, parce qu'on est tous les trois présents en offshore, j'imagine que la qualité
tout à fait accessible en offshore. C'est aussi une question de moyens, une question de démarche, une question de temps. Et c'est rien de. À partir du moment où on a du personnel qui est bien formé et bien recruté, bien entendu, la question n'est pas là. C'est d'ailleurs bien l'enjeu des villes françaises. On voit bien que le développement se fait beaucoup plus à l'offshore qu'en France, puisqu'on a des statistiques qui montrent que le nombre d'emplois créés en France depuis 5-6 ans, le solde net dans ce qu'on appelle est nul, ou quasi nul, alors qu'on a une croissance des prestations réalisées en offshore qui est extrêmement forte, puisqu'on est aux alentours de 60 000 emplois créés en offshore en 4 ou 5 ans. On voit bien que la motivation, c'est l'économie. On ne va pas en offshore pour se simplifier la vie, bien sûr. On va pratiquer des solutions offshore pour améliorer ses prix de revient. Donc ça, c'est un débat après qui va intégrer la réflexion qui est peut-être ancienne sur qualité et productivité. Néanmoins, elle est ancienne et elle perdure parce qu'elle n'est pas traitée. On a toujours des problèmes d'arbitrage entre qualité et productivité. Ce que je voulais, en fait, je ne voulais pas enfermer la discussion dans le débat offshore parce qu'il faut bien comprendre que la relation client pour aller installer un offshore, c'est qu'un levier de réduction de coûts de relation client. Voilà, parmi beaucoup d'autres. Il y a des gens qui font la relation client en France sur un produit compliqué et qui vont nous dire moi je cherche le coût de production le plus faible, vous me mettez 35 conseillers pour un superviseur, je veux un nouveau formateur, je fais une formation continue par semaine d'une demi-heure. Ça c'est un levier coût. L'offshore est un levier coût, effectivement, pour être dans. Après, que ce soit en France ou en d'autres, les attentes des uns et les besoins des autres fait qu'on arrive plus ou moins à placer le curseur au bon endroit sur la partie qualité sans opposer la position. C'est ça que je voulais dire. On voit bien que ce n'est pas parce qu'on a fait le choix de rester en France qu'on se désintéresse de la question coût. D'ailleurs, que ce soit en interne ou en externe, la question coût, elle perdure. Comment est-ce que vous avez rencontré dans votre appel d'offres, comment est-ce que vous avez présenté les choses et sur comment, par exemple, vous avez pondéré vos critères de sélection dans votre appel d'offres pour choisir votre prestataire? Pour être tout à fait clair, le coût pour nous n'a pas été le critère principal. Pour une raison extrêmement simple. Le Phonehouse est un distributeur et en face de nous, on a Orange, Bouygues et SFR qui sont quelque part le lien naturel avec le client. Parce qu'une fois qu'on a ouvert la ligne, celui qui entretient mois le mois la relation avec le client, c'est l'opérateur. Donc moi j'ai besoin à un moment d'émerger par rapport à ça pour que le client ait vraiment dans son esprit un point différenciant dans sa relation et qu'il revienne chez Phonehouse plutôt que d'aller plus naturellement chez l'opérateur. Donc pour nous le coût n'a pas été le critère principal. Le critère principal ça a été de dire est-ce qu'on a la flexibilité en matière d'organisation, en matière de capacité d'intégrer 3 métiers qui sont le web, l'assurance, la relation client, la capacité à avoir des équipes stables, puisque malheureusement on a 4 opérateurs, ça veut dire 4 formules tarifaires, il faut connaître l'ensemble des produits, etc. Donc nous on avait besoin de flexibilité, de stabilité des équipes, de proximité, et donc ça a un coût. Et dans l'ensemble des coûts de Phonehouse, finalement, on n'est pas prêt à surpayer par rapport à un prix de marché, on n'est pas prêt à payer beaucoup de prix de marché, mais ce n'est pas le point essentiel qui a guidé notre choix. Ce qui a guidé notre choix, c'est la capacité du partenaire à monter en compétence sur les nouvelles technologies comme le risque de solution de chat, on va sur ce genre de choses, on ne faisait pas auparavant, et c'est aussi la capacité à gérer des flux, puisque dans la téléphonie, il y a vraiment des pics dans l'année, et à un moment, quand vous avez 80 postes ouverts pour en avoir pendant un mois et demi, 120, il fallait quelqu'un qui soit capable d'absorber ça tout en ayant cette courbe de montée d'apprentissage sur le métier, les offres de téléphonie, etc. Pas qu'on se retrouve avec, au moment de Noël, 40 personnes qui veulent entendre parler de téléphone et qui répondent n'importe quoi. Donc ça a vraiment été des éléments clés, parce qu'on sait que si on n'est pas bon sur la partie conseil, sur la partie accompagnement, sur la partie SAV, sur la partie réclamation, le client, naturellement, n'a strictement aucun intérêt à venir chez nous. Alors, Olivier, de l'autre côté de la feuille de contrat, vous avez signé, est-ce que vous avez que le prix n'était pas un point important dans la sélection du client? Ou est-ce que, honnêtement, vous avez quand même senti un peu de pression? Alors, on a eu l'avantage d'avoir un modèle qui n'était pas un modèle figé dès le départ. On a fait un modèle d'apprentissage.
ça a été ce qui nous a rassuré tout de suite dans la construction du partenariat. C'est qu'on a tout de suite dit dès le début, le modèle entre la cible pérenne de le coût de la qualité et le fait qu'on va démarrer au début et qu'on ne se connaît pas, et on va se donner le temps de s'apprendre mutuellement. Déjà, il y a eu ce premier élément-là qui a permis de dire on va d'abord discuter de tout le reste. Et finalement, un centre de relation client, on a fait un dimensionnement moyen, c'était à peu près 80 personnes, c'était des surfaces d'exploitation, donc il y avait un budget mensuel d'exploitation. Après, la transformation de ce budget mensuel d'exploitation en l'unité de facturation à la traduction de la valeur, ça, à cette discussion-là, on la reporte. On va déjà apprendre le métier ensemble, et ensuite, on dira comment on traduit la valeur produite en acte plutôt qu'en budget mensuel d'exploitation. Pour comprendre, vous avez d'abord fixé un budget ensemble avec un niveau de marge que le client a accepté, et on verra après comment on fixe à une idée d'œuvre qui soit plus fine. Et les premiers indicateurs qu'on a pilotés pendant les premiers mois, c'était la satisfaction du client. C'est-à-dire que est-ce qu'on arrive à satisfaire suffisamment de personnes, à rentrer dans des délais, est-ce qu'on arrive avec des actes qui sont extrêmement importants, qui nous sont confiés en délégation de gestion, parce qu'il y a une réglementation française derrière sur les délais de résiliation, sur des délais de souscription, la possibilité d'avoir les contrats d'assurance signés en temps et en heure, et donc comment Laser Contact a compris le métier et ne remet pas en jeu le business model de The Fan House, qui était vraiment l'enjeu premier. Et une fois qu'on a montré qu'on avait une équipe qui avait compris ça, on a essayé de voir comment on passer sur un modèle valorisé à la performance. Et de manière très transparente, le premier modèle, on s'est planté. C'est-à-dire qu'on a mal su transformer ça. Et c'est là où ça devient important, et c'est là la notion d'arbitrage est cruciale, c'est qu'on peut le faire en interne, on peut le faire en externe. C'est le management qui détermine les clés du succès. Et c'est le fait de dire, ça fait un mois, ça fait 2 mois que je teste un modèle, ça ne marche pas, ne fonçons pas dans le mur. C'est pour reposer les livres, de l'ouvrir et de dire, et là, actuellement, les choses sur lesquelles on travaille, c'est finalement la formation, c'est un capital clé pour qu'on puisse se permettre de dépenser plus de temps sur la formation de nos conseillers, parce qu'il ne faut pas le sortir. Deuxième élément, il y a des ressources qui sont très clés dans des processus de gestion complexes qui nous sont confiés. Les individus qui embarquent ce savoir-faire là chez nous, il faut absolument qu'on capitalise sur eux. Donc comment on se donne les moyens de les garder, ces gens-là? Ce qui n'est pas forcément le cas des tâches qui sont un peu plus récurrentes. Des tâches qui sont un peu plus back-office, un peu plus répétitives, où là, on va rester dans un modèle un peu plus productiviste et à l'acte. Et donc, la clé du succès, là, elle est vraiment dans, on partage ensemble l'écosystème qui nous rend, qui nous donne envie, nous défoncer au quotidien dans notre business model. On a un problème de micro, je ne sais pas si quelqu'un peut nous aider au secours. Bon. Ça veut dire que c'est comment tu me suis trompé? Ça veut dire que ça s'est manifesté comment vous le constat, comment vous l'avez partagé, comment vous avez réagi? En fait, comme on a 3 métiers, à savoir assurance, service client plus classique avec de l'information et de la présence et du web, on a mis en place une organisation différente de ce qu'on avait précédemment en matière de répartition du travail et aussi de polyvalence des équipes, de façon à absorber les flux. Et on s'est rendu compte que d'un point de vue encadrement sur certaines activités, on était trop light, l'assurance en particulier, qui était très complexe. En revanche, on était trop large sur la partie web, qui est un métier qui est beaucoup plus lisse dans l'année, avec des process beaucoup plus simples. Donc on a pu revoir toute la partie sécurisation des opérations, parce que le métier d'assurance est un métier très constitué. On a pu revoir aussi les plans de formation sur la partie offre, avec les opérateurs et les constructeurs qui renouvellent leurs offres de façon quasiment quotidienne. On a dû renforcer la partie encadrement, décaler un certain nombre de choses, renforcer la partie formation, et remettre de la polyvalence pour pouvoir absorber les Donc on voit bien dans ce que vous dites que la clé de vos soucis et de vos solutions, c'est l'humain, c'est-à-dire les ressources humaines à travers le fait que j'ai besoin de flexibilité à un moment parce que j'ai besoin de 40 personnes en plus pendant une courte période en fin d'année pour assurer ma fin d'année, et en même temps je ne sais pas trop quoi en faire le reste de l'année. Comment je réussis à intégrer des gens qui sont rapidement, presque instantanément opérationnels, alors que j'en ai pas besoin pendant les 10 autres mois de l'année. Donc la mécanique, elle est là. Je voulais me retourner vers le GC et la solution. Est-ce que vous trouvez dans ce qui a été dit là, la problématique que vous avez occupée pour intégrer,
et comment vous retrouvez vos problématiques quotidiennes à vous, pour faire en sorte que votre équipe de 20 personnes, j'imagine qu'il y a des pics et il y a des creux aussi, mais que vous n'avez pas forcément la même latitude pour incorporer et délester votre équipe. Comment vous avez abordé cette question-là en interne? Alors, la première chose qu'on s'est posée au niveau de la constitution du département, on a posé une équation, c'est tout bête, hein, c'est gagnant, gagnant, gagnant. Est-ce que je vais faire des choix pour que l'entreprise soit gagnante, pour que le client soit gagnant et que les collaborateurs soient gagnants? C'est-à-dire qu'on a vraiment misé, dans un premier temps, sur le côté RH. On a effectué des recrutements qui étaient vraiment très très ciblés. Concrètement, on est dans le monde du cinéma. Si on n'a pas de chargé clientèle qui s'y connaissent en cinéma minimum, on n'y arrivera pas. On n'arrivera pas à bien conseiller les clients, on n'arrivera pas à bien leur répondre. Dans un deuxième temps, on a décidé d'effectuer une organisation un peu particulière, à savoir que le métier de la relation client, on ne le sait plus, c'est un métier qui est la gestion du stress la plupart du temps. Les clients, ils n'appellent pas, ils n'écrivent pas pour dire qu'on est super gentil, c'est pour une demande d'information et c'est parce qu'ils ne sont pas contents. Donc, il y a une certaine routine et il faut une gestion du stress. L'organisation, on l'a choisie en demi-journée de travail, une demi-journée de front office, une demi-journée de back office pour chaque personne. C'est-à-dire que la semaine de travail est organisée en demi-journée pour chaque personne avec une rotation de semaine en semaine. Ce qui nous permet d'absorber les fameux pics dont vous parliez, à savoir que nous avons une activité qui est très riche chez nous, nous avons des produits qui sortent, des nouveaux produits qui sortent tous les ans, donc on est sans cesse obligé de se remettre en question sur la manière de travailler, la manière de répondre aux clients. À partir de là, nous sommes capables, avec cette organisation, de pouvoir gérer les différents pics. Les pics de décembre, on a les mêmes au niveau des fêtes de fin d'année avec les offres de cadeaux, et les mois un petit peu plus creux, comme le mois de mai par exemple, où là en l'occurrence, l'activité front et back peut se compléter de bonne manière. Il y a aussi une autre chose qui est importante, c'est de se dire, voilà, il faut qu'on conserve vis-à-vis de nos collaborateurs des tâches à valeur ajoutée. Il est clair que de répondre à des clients pour changer des coordonnées personnelles, des coordonnées bancaires, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux du monde, mais on doit le faire. Donc c'était de trouver en fait une solution qui permette aux chargés clientèle de pouvoir toujours se sentir bien dans l'entreprise, dans leur métier, et en essayant de leur donner le maximum de tâches à valeur ajoutée. On s'est orienté vers le self-care l'année dernière. C'est une solution qu'on est en train de déployer actuellement, à savoir, comme vous le savez, c'est-à-dire donner le pouvoir aux clients d'effectuer lui-même des tâches qui ne sont pas à valeur ajoutée pour nous, mais qui sont des tâches de la vie de tous les jours, changement d'adresse, changement de nom, coordonnées bancaires, etc. Actuellement, on déploie pour le mois prochain, en l'occurrence, tout ce qui est paiement de la dette, réabonnement en ligne, réédition de carte, etc. Concrètement, ce temps, on le sait bien qu'il va être gagné, ça ne va pas être justement pour gagner en ETP, mais c'est pour justement gagner en ETP qui est équivalent temps plein pour ceux qui sont en équivalent temps plein, mais c'est pour justement travailler la fidélisation de nos abonnés, qui est un autre pendant de notre métier, à savoir une modification du métier original de chargé clientèle chez EGC, d'avoir en fait une modularité qui fonce beaucoup plus vers le commercial et non vers la fidélisation. Ce qui fait qu'avec cette organisation mouvante, ça nous permet de couvrir tous les métiers, d'avoir une formation initiale et une formation continue qui est perceptible par les chargés, qui évoluent le métier et en fait ils apprennent tout le temps quelque chose de neuf. Et ce qui aboutit à une chose très importante, c'est qu'on a un turnover qui est sur un an aujourd'hui, qui est égal à 1,0. Est-ce qu'on peut imaginer, parce qu'en fait le sujet de la conférence c'est productivité ou qualité, ou comment je combine les deux, est-ce qu'il est imaginable que ce métier, aujourd'hui, rapidement, on arrête de mesurer? On arrête, parce que qui dit productivité dit chronométrage, dit temps d'appel en moyenne par heure, avec une durée moyenne par appel, avec des taux décrochés. Ce qu'on retrouve en tant que prestataire, très généralement, dans les appels d'offres qu'on reçoit, sous la rubrique QS, qui est un terme poétique pour dire qualité de service, il y a marqué à quelle vitesse on décroche et combien de temps on a le droit de parler. Ce qui est relativement insensé, je pense qu'on parle de relations humaines avec ses clients. Est-ce qu'on peut imaginer, Vincent, est-ce qu'on peut imaginer un métier de la relation client dans les centres d'appel de deuxième génération, de xème génération, dans lesquels on ne serait plus en train de mesurer les temps de dialogue, on serait simplement en train d'établir un peu ce qui est fait en interne chez UGC,
mesure de la satisfaction ou j'ai un contrat un peu moral qui est passé entre Laser et les open house. Donc on se préoccupe d'abord de qualité, et au lieu de dire une fois que j'ai fait ça, j'ai atteint mon objectif, là je passe à l'autre modèle qui va être le productivisme parce que je vais passer à l'unité d'œuvre, justement, on passe plus à ce modèle-là, on reste sur la base initiale qui est supposée donner satisfaction. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut espérer? C'est quelque chose, en tout cas, nous, en tant que prestataire de service, c'est des approches qu'on aimerait développer davantage aujourd'hui, parce que le marché est encore aujourd'hui drivé par le prix, par le coût et assez peu par ces considérations-là. Et c'est très intéressant d'entendre une démarche de service client internalisé, où on voit bien la recherche en interne, un certain nombre de recherches de qualité de service, d'accompagnement, de support, de conditions de travail, etc. Qui ensuite, nous, alors je vais faire mon petit pleureur, mais quand on est du côté de la prestation de service, on retrouve assez peu finalement cette recherche chez nous, sous-traitance, et le fameux je garde en interne ce qui est compliqué, j'externalise ce qui est simple. Finalement, derrière la notion j'externalise ce qui est simple, j'externalise aussi quelque chose de très politique. Et je vais encore une fois chercher du livre. Après, ça répond à la question est-ce qu'on peut aller vers ces modèles-là? La réponse est oui, mais sous réserve que collectivement, on arrive à faire la preuve de qu'est-ce qui est le bon coût, quel est le bon prix, quel est le bon niveau de qualité. C'est la question suivante. C'est la grosse, finalement, c'est la question du jour. Tant qu'on ne saura pas répondre à cette question, quelle est la valeur d'un appel, à un instant T, pour un donneur d'ordre, pour un prestataire de service et pour un conseiller client, parce qu'on oublie souvent quelle est la valeur d'un appel pour un conseiller client, on aura du mal à aller vers des modèles qui n'encadrent pas et qui ne protègent pas défensivement ou offensivement l'externalisation des prestations de service. Je propose qu'on fasse un test. Qui dans la salle travaille dans l'univers des centres d'appel? D'accord. Donc on a affaire à des experts, ça va être sympa. On va faire un test, parce que la question qu'on se pose tous, c'est combien ça vaut un conseiller clientèle. C'est la clé du système, parce que, imaginons, je décris un conseiller clientèle, professionnel, un vrai pro, comme on en rêve beaucoup. C'est quelqu'un qui sait écouter, parler, répondre, interpréter, en même temps qu'il saisit sur un ordinateur avec des logiciels plus ou moins bien conçus. Il est capable d'argumenter tout en valorisant l'image de l'entreprise. Je fais cette fiche de poste, en disant voilà ce que j'attends de lui, et je vais voir un cabinet de conseil en recrutement. Je ne dis pas que ça se passe dans un centre d'appel, et je dis monsieur, combien me conseillez-vous d'investir sur quelqu'un qui aura ce profil pour que j'ai des chances de recruter le bon candidat? Combien pensez-vous que ça vaut? Qui pense que ça vaut plus de 2 000 € par mois en salaire brut? Qui pense que ça vaut moins de 2 000 € par mois en salaire brut? Bon, j'ai que des gens qui ne pensent pas. Là, j'ai un problème. On recommence. Qui pense que ça vaut plus de 2 000 € par mois en salaire brut? Moi, je vais vous répondre. Je pense qu'il n'y a vraiment pas de réponse à votre question. Parce qu'aujourd'hui, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Si, je ne sais pas, moi, si je reviens à l'exemple de la téléphonie que je connais, il y a un concept qui a été lancé aux États-Unis qui s'appelle Geek Squad. Il y a un concept réellement d'accompagnement client dans la convergence. Aujourd'hui, il vous faut un super geek, quelqu'un qui est capable de prendre en main votre ordinateur à distance, de vous le réparer, de vous enlever un virus, etc., etc. Bon, ça, c'est potentiellement un téléconseiller qui répond à vos critères, et ces gens-là, ils sont rares. Excusez-moi, mais je ne crois pas qu'on puisse raisonner sur un sujet comme celui-ci par l'exception. Bien sûr que si je demande à un gars qui soit digne et médecin, qui ait fait 5 ans d'études à Harvard, etc., je l'aide beaucoup plus cher. Mais on est plus capable, si je veux voir un cabinet conseil, en lui disant voilà, j'ai quelqu'un qui a besoin d'avoir cette attitude relationnelle, qui est à l'aise sur un clavier, capable d'écouter, qui est relativement résistant à l'échec, qui est capable de gérer du stress, etc., etc. La vraie réponse qu'on connaît tous, excusez-moi, c'est que ça vaut beaucoup plus de 2 000 € par mois. Parce que si vous ne dites pas que c'est dans un call center que ça se passe, et vous dites c'est quelqu'un que je vais recruter qui sera à un guichet, dans un magasin, qui sera un commercial itinérant, qui va aller faire la prospection et vous ramener du business, si vous le payez 2 000 € par mois ou moins de 2 000 € par mois, vous n'en trouverez pas. C'est ça que va vous dire le cabinet conseiller en recrutement. Et le débat, il est là, c'est qu'on a industrialisé cette prestation justement pour pouvoir arriver à un coût qui est inférieur au coût
réel et normal de cette prestation, ce qui explique à la fois l'image de ce secteur, le turnover de ce secteur et la qualité perçue qui est très faible de la part du consommateur. On en est dans ce niveau-là. Et la question, c'est comment je fais ça. Je vais répondre par une boutade. Non, pas les boutades. Si, parce que celle-là, j'aime bien. La sort chaque fois. Bon, d'accord. Le principe, c'est, il y a quelques années, j'ai un nouveau salarié qui est arrivé et qui a intégré mon équipe et qui m'a dit, chef, par principe, je considère que mon patron, c'est un exploiteur, c'est un voleur, il ne me paye pas assez. Je pense que c'est vrai pour tout le monde. À un moment, je veux dire, ce débat-là, on peut y passer des semaines. Non, mais on y a passé 10 ans. Oui, personne, des années, personne n'est jamais assez payé. Maintenant, il y a une réalité qui fait qu'à un moment, il y a une offre et une demande, et c'est comme ça que les choses se font. Et par rapport à ce métier, il est tellement varié d'un point de vue d'image, d'un point de vue de positionnement, d'un point de vue d'évolution, etc. Vous avez tellement de cas que je ne pense pas qu'on puisse résumer le sujet sur l'émotion de plus ou moins 2 000 €, parce que je pense qu'il y a trop de vannes. Nous, on avait eu un débat aussi sur la partie usage. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il va y avoir la question qu'on va poser au cabinet de recrutement, et puis il va y avoir la question qu'on va poser au directeur général avec lequel on discute de ces budgets, qui va dire très bien, ok, le bon prix par exemple c'est 3 000, sauf que comme je te l'ai donné le budget de temps, il y a absolument que 2. Sauf que il y a une partie des actions qu'il va avoir à faire où il en faudrait 6. Et puis il y a une partie des actions où là, on est vraiment dans la création de valeur ajoutée, on en ferait peut-être que 0,5. Et si on rebranche sur ce qu'on avait comme conversation juste avant, où on intervenait, c'est que ce qui peut être dangereux, c'est de demander à un moment donné au centre de relations clients d'être responsable pour 2 choses en même temps. C'est-à-dire, on est obligé de mesurer des métriques à un moment donné de quantité, pour s'organiser, et donc il faut mesurer un prévisionnel de charge, il faut mesurer un temps moyen, on ne peut pas passer à côté de ces mesures-là, c'est obligatoire. On est d'accord là-dessus. Par contre, à côté, si on dit, en ayant contraint ce système de production-là, je vous donne aussi la responsabilité du Net Promoter Score, de l'ARPU, du chiffre d'affaires dégagé tous les mois, mais en disant je vous impose la contrainte, c'est la double contrainte qui est une équation qui est vouée à l'échec. Donc c'est vraiment là où ça devient plus compliqué et qu'il est nécessaire de mettre en place, nous on pense en tout cas des labos, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas subir ces modèles-là, il faut refuser de les subir, il faut absolument se dire on ne peut pas rester au modèle pur productiviste, qui détruit la valeur, on ne peut pas qu'on remonte de oui en disant allez on reste gratis, c'est parti, on ne va pas s'occuper des modèles, donc il faut tester les modèles, c'est dire il y a des parties d'activité qui devront rester comme celle-ci. Développer le fait, un opérateur télécom qui a plus de 30 millions de clients, à un moment donné, il y a toute une partie où nous-mêmes, en tant que consommateur final, on ne sera jamais prêt à dire je vais payer 30 € pour avoir une information sur ma facture. Ça c'est pas possible. Donc, il y a des gens qui réfléchissent à si ça, c'est pas intéressant de mettre derrière un être humain, comme pour autant de donner sa réponse, on va faire un secteur. De l'autre côté, par contre, à un moment donné, je vais arrêter d'utiliser ce produit-là parce que j'ai bien compris à l'utilisation de mon smartphone, ça va vachement bien, mais je comprends rien, j'ai besoin d'être accompagné. Et là, comment on se dit, à ce moment-là, c'est peut-être plus du tout la DMP qui est importante, on rejoint un comme Zappos aux États-Unis, dit je vais arrêter de mesurer la DMP pour m'occuper juste du fait qu'il n'a pas besoin de parler. C'est-à-dire qu'on va aller jusqu'au bout et on va s'assurer que le gars est vraiment satisfait. Et toute la difficulté, c'est de se dire, surtout si on a le tous en plus, c'est comment, tous les 3 mois, tous les 6 mois, on se dit qu'est-ce qui reste dans le modèle productiviste, qu'est-ce qui doit sortir du modèle productiviste. Et c'est certainement un mélange un peu des deux, pas l'abandon d'un ou l'autre. Je pense qu'une malédiction dans notre métier, c'est que notre outil de travail est un outil de mesure. Et le fait qu'on ait justement qu'à observer un écran pour automatiquement savoir exactement quelles sont les cadences individuelles, etc., c'est tellement tentant, c'est tellement facile, on n'a pas intérêt à s'en priver. Si on avait eu envie de s'en priver, de toute façon, les marchands de PABX et d'autres différents outils se seraient bien chargés d'attirer notre attention sur le fait que quand on accélère, on produit plus. Sauf que il y a quand même pas mal d'univers très industriels qui ont fait leur révolution sur ce sujet-là du taylorisme. On voit bien que c'est un des sujets clés, c'est-à-dire plus j'accélère, plus je crée de turnover, plus je crée de déresponsabilisation, que quand je suis en train de vendre l'image de mon entreprise, ça risque à bout d'un moment d'être assez contre-productif. Donc
On est en train de parler plutôt de curseur. On dit d'accord, il faut des métriques. Il faut bien qu'on soit capable de dire combien de personnes je dois disposer pour gérer des flux, je fais des prévisions de flux. Mais il n'y a pas beaucoup d'autres métiers, à part les métiers très industriels, dans lesquels je continue à mesurer, même une fois que j'ai mes métriques. Et que je m'en sers pour contrôler l'activité heure par heure, quart d'heure par quart d'heure du personnel qui est derrière les postes. Je pense que si on arrêtait de faire ça, on aurait beaucoup moins de problèmes de recrutement et de fidélisation, probablement. Qu'est-ce que vous en pensez chez UGC? Est-ce qu'on mesure les cadences en temps réel et en permanence? Alors, les outils de mesure existent, ils ne sont pas utilisés tout le temps, clairement. Je crois qu'on est tous d'accord, on a besoin de la métrique, ne serait-ce que pour installer un curseur de départ et un curseur d'arrivée. On a chacun des budgets à respecter, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus. Moi, j'ai fait le pari d'une autre chose, c'est-à-dire la nécessité de la métrique, c'est une chose bien spécifique. Par contre, là aussi, je remets au cœur du débat des collaborateurs, c'est d'essayer de développer la responsabilité et la responsabilisation de chaque collaborateur afin de pouvoir obtenir du mieux pour le collaborateur, pour l'entreprise, mais aussi pour le client. En développant les compétences, en leur faisant confiance sur, ça c'est un mot clé très important, la confiance qu'on a, confiance entre les donneurs d'ordre et les outsourceurs, mais aussi par rapport aux personnes propres de l'entreprise, mais c'est de faire confiance tout simplement à la formation en poste, au suivi personnalisé, aux divers ateliers qu'on peut confier en fait à des personnes pour faire évoluer le métier, faire évoluer les process. Et c'est à travers tous ces petits curseurs qu'on place à l'intérieur du système RH qu'on peut aussi trouver une autre solution qui soit complémentaire de la métrique. Ça me va bien comme réponse. Vincent? Je voudrais compléter peut-être sur la vision coût, parce que j'entends bien le message que Emmanuel véhicule et je souscris en partie parce que je crois qu'effectivement on fait quand même un grand écart souvent permanent dans ce métier entre les grands principes de la relation client, l'humain au sein des préoccupations, etc. Et puis la réunion d'après, c'est quand même des réunions très dures avec des directions d'achat, des cadences à tenir. Le malheur, c'est plutôt la réunion d'avant. On commence d'abord par parler des prix, et une fois qu'on nous a bien serré les prix, là on parle de la qualité et de etc. Une fois que le prix. Je crois que la façon, on est tous d'accord, que c'est pas simple d'en sortir de cette mécanique-là. Donc la réponse, elle est sûrement dans essayer c'est peut-être le dernier thème de la table ronde, c'est la relation ébauchée juste à l'instant entre le client, le donneur d'ordre et le sous-traitant, pour essayer ensemble d'avoir le truc le plus équilibré, qui fonctionne le mieux, qui permet finalement à chacun de s'y retrouver. Alors déjà, dans le monde de la relation client, on peut dire qu'aujourd'hui, un des drames, tout à l'heure on parlait du conseiller à 2 000 €. Je pense qu'il y a des appels qui valent des conseillers à 2 500 €, il y a des appels qui valent des conseillers à 1 500 €, voire moins. Et on est bien incapable souvent de montrer ça, de le démontrer, de l'expliciter, d'en faire un preuve. Parce que c'est compliqué dans le monde de l'intangible, du subjectif, et c'est pas simple. Et on a encore trop aujourd'hui dans tout le monde de relations clients, des relations clients qui sont j'appelle moyennisées. C'est-à-dire on répond à peu près la même chose, à peu près à tout le monde, on essaye. Alors qu'on sait bien au quotidien, si je prends une retraite de triple play internet d'Arty ou autre, SFR, tous ces gens-là, et avec qui on travaille, on apprend avec eux, ensemble, à savoir qu'on ne répond pas de la même manière, avec la même qualité, donc au même coup, et avec les mêmes livrages, à un geek de 15 ans et demi qui connaît tout par cœur, parce que c'est un retraité de 70 ans qui fait sa première installation développée chez lui. Et malheureusement aujourd'hui, ça, contractuellement, c'est compliqué à encadrer dans une relation de sous-traitant. Donc on est obligé, pour trouver les bons niveaux et d'avoir une auto-adaptation permanente, d'avoir des systèmes intelligents qui ne sont pas simples à trouver entre le donneur d'ordre et le sous-traitant. Ça peut passer aussi par la réflexion sur la segmentation. On a des clients qui vont segmenter leur base par la valeur de leurs clients, considérant qu'un conseiller à 2 500 €, je reprends l'image, pour traiter un appel d'un client qui a un panier moyen à 250 € par semaine, et là ça vaut le coup, c'est rentable, et c'est un calcul économique facile à faire, probable. Et à l'envers, on peut avoir à l'autre extrémité de la chaîne des segmentations sur des impayés, etc., pour lesquels on n'a pas envie finalement de faire un bon appel. J'ai été donneur d'ordre avant d'être dans la prestation de service, je peux vous assurer que ça m'est arrivé de donner des consignes. Je veux que ces clients-là soient maltraités au service. Ça
ça ne vaut pas un conseiller à 2500 €. C'est horrible ce que je viens de dire. Ça dépend, c'est très difficile à réaliser de maltraiter les... C'est très difficile à régler. Et enfin, ce que je veux dire aussi en termes d'organisation, c'est que ce qui est clair, c'est qu'on n'est pas dans un monde de confiance. On n'est pas dans un monde de confiance aujourd'hui, on le dit tous, on peut se raconter des tas de trucs sur la relation partenariale, etc., entre les donneurs et son sous-traitant. On est rarement dans un monde de confiance. Les contrats sont remplis de malus dans tous les sens. Les sous-traitants parfois ne font pas leur travail, ils font un avant-vente qu'ils n'arrivent pas à délivrer derrière. Et certains sous-traitants sont vus par les donneurs d'ordre un peu comme le plombier, le serrurier d'urgence, celui qui arnaque, qui escroque, qui ne peut pas le compris vis-à-vis de son client. Je pense qu'on aura fait un grand pas, on arrivera effectivement, et on y arrive, chez Webhelp, chez d'autres aussi, on arrive à créer des relations de confiance avec les prestataires, les sous-traitants, en refaisant remonter le prestataire dans la chaîne de valeur, c'est-à-dire en l'associant à la définition des objectifs, en l'associant à la définition des moyens, un peu comme vous l'avez fait, les RSE, ça me paraît tout à fait un bon système, pas si généralisé que ça, mais en fait qui existe bien. Et c'est seulement par ce rééquilibrage, je crois, en faisant remonter dans la chaîne de valeur du sous-traitant, qui lui doit faire ses preuves, il doit délivrer, il doit être capable de conseiller, d'accompagner le prestataire, le donneur d'ordre, de lui donner les informations pour qu'il progresse. En remontant ce positionnement-là, je crois que c'est la clé pour travailler intelligemment, se poser les bonnes questions. Un sous-traitant peut très bien, nous on le fait, aller voir si on donne l'argent en lui disant l'objectif que tu vas te fixer est trop bas. La seule manière de capter la confiance de son client, c'est d'arriver parfois à faire ça. Avant de se faire prendre le doigt dans la confiture, attends, ça fait 3 mois que tu me fais un taux de transformation en vente, en appel entrant, qui est 30% supérieur à l'objectif. C'est un sondage, je ne me suis pas rendu compte, ça arrive ça. Ça, c'est aussi des marques de confiance dans les deux sens. Voilà. Et pour finir quand même, ce marché, il est quand même très drivé par le flux. Le service client est malheureusement, quoi qu'on en dise, encore vu beaucoup par une commodité pour les directions achats, etc. Et c'est vrai qu'en conclusion, le grand oublié de tout ça, c'est le conseiller client, qui, et là je rejoins Emmanuel à 200%, je crois qu'on est tous d'accord dans la pièce, c'est celui qui fait un métier terrible, très très compliqué, et sur lequel pèsent beaucoup de choses et beaucoup de contradictions finalement. Moi j'ai entendu le modèle de Francis qui internalise pour des raisons de qualité de maîtrise, de suivi, de formation, d'investissement, de pérennisation de solutions, etc. Et on en a discuté, et à aucun moment je me suis dit on n'est pas capable de reproduire ça chez nous en externalisation. Je me suis dit, s'il me donne les mêmes conditions de travail, je suis sûr que je le fais aussi bien. Et j'en suis vraiment certain. Je pense qu'en plus, je peux lui proposer des bénéfices qui me rapportent en interne de certaines économies d'échelle, de solutions partagées, d'expertise acquise sur les secteurs qui vont permettre peut-être d'améliorer l'expérience qu'on va proposer, etc. Donc, à mon sens, la vision interne-externe, elle n'est pas discriminante réellement. C'est souvent qu'à partir du moment où le donneur d'ordre a décidé d'externaliser, il l'a fait pour des raisons de recherche d'économie, que du coup, il va dégrader les conditions pour obtenir le résultat, que n'ayant plus les mêmes moyens, il n'obtient pas les mêmes résultats et ce n'est pas si surprenant. Alors on compense très souvent, on se disait avec Olivier en préparation, que le prestataire finit par, parce qu'il a des ressources, parce qu'il a des bras de levier différents, finit par compenser ces différentiels de moyens parce qu'il est professionnel, parce que c'est son métier. Ce qui est regrettable, c'est qu'en fait on ne vient pas nous chercher, comme on le fait avec beaucoup de sous-traitants, par exemple les SS2I, on ne va pas chercher les SS2I pour faire des économies de développement. On va chercher les SS2I parce qu'elles ne sait pas des choses qu'on ne sait pas faire. Or, dans notre métier, on a tellement accepté de driver par le coût, d'accepter des conditions qui sont très souvent inacceptables, qu'on n'a pas démontré notre valeur ajoutée professionnelle. On continue trop souvent à aller le chercher pour l'économie. Mais la vraie question, c'est que théoriquement, quand il y a de la qualité en plus, le donneur d'ordre s'y retrouve et il va y trouver aussi son compte à travers la qualité produite. Le vrai challenge dans notre métier, c'est de donner des outils qui pourront être utilisés par les donneurs d'ordre pour mesurer le surcroît de qualité et les bénéfices que cette qualité supplémentaire aura produit. Et ça, c'est une chose qui n'est pas simple, parce que quand j'augmente les salaires,
moi je dis souvent à mes clients, relativisons les choses. Par rapport à votre chiffre d'affaires, mettons 1 milliard, on va dire que j'ai des coûts commerciaux 15%, 150 millions. Dans ces coûts commerciaux, je vais avoir un call center de 100 postes. En France, on va dire que ça vaut 5 millions par an. Imaginons que ce call center, je dise, ok, je veux en sortir de ces questions de productivité, de lissage, d'optimisation qui dégradent ma valeur. Je dis, je veux augmenter mon prix, mon coût, je vais accepter d'augmenter de 40%, ou de, mettons, de 20%. Je vais passer d'un coût de 5 millions à un coût de 6 millions, sur 150 millions de coûts commerciaux. Pour la plupart des entreprises, en tout ça, on peut diviser par 10, ça marche encore. Mais on voit bien qu'on est dans une histoire de gain à la marge, et quand je vais chercher une économie maximale sur mon call center, qu'il soit interne ou externe, ben très souvent je fais un très mauvais choix et ce n'est pas à cet endroit-là que je devrais rechercher mon économie. Parce que ce call center, il va parler à un très grand nombre de mes clients dans l'année ou dans les 2-3 années qui vont venir, que à chaque fois que je dégrade les conditions d'un dialogue serein, optimisé, etc., je ne sais pas exactement combien je fais. Et je pense que du côté du GC, justement, il y a eu une réflexion par rapport aux gains apportés, par peut-être ce qui est un surcoût, peut-être par rapport aux solutions externalisées. Est-ce que vous considérez qu'au global, vous avez tiré le meilleur prix, ou est-ce que vous auriez pu gagner un peu plus d'argent en externalisant? Comment vous justifiez auprès de votre patron un éventuel surcoût dû à la qualité que vous recherchez? Alors, la première... alors, je reviens un petit peu à ce que vous disiez, je rebondis sur ce que vous avez dit aussi. À ça, vous parliez de granularité. C'est vrai que c'est propre, en fait, à chaque métier. Il n'y a pas une réponse unilatérale, c'est clair. La réponse, en fait, elle est apportée par chaque entreprise en fonction de son métier, de son milieu, de ses besoins, etc. Il y a une deuxième chose, et là, j'aborde votre question, tout dépend de la philosophie de l'entreprise. La philosophie de l'entreprise, elle est soit de conserver la totalité de son identité propre et décide, pour une raison X, Y ou Z, en fonction de sa politique commerciale, stratégique, ce que vous voulez, de ne pas faire confiance à ne se dire, je vais faire confiance en mes forces internes, d'avoir en fait des collaborateurs qui soient porteurs de mes valeurs et qui me gardent propriétaire de ma valeur ajoutée, car le donneur est propriétaire de la valeur ajoutée. À partir de là, on a fait des choix qui sont des choix techniques, qui sont des choix de formation, qui nous ont dit, qui nous ont fait comprendre qu'on avait tout intérêt, au niveau du prix, au niveau de la qualité rendue également, de faire confiance à nos forces propres dans le long terme. Parce qu'on n'a pas choisi à court ou à moyen terme, on a vu vraiment au long terme. Merci, je crois au nouveau signe qu'on est en train de squatter un territoire qui ne nous appartient plus. Est-ce qu'il y a une question? Une seule, il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'une. C'est dangereux ça, non, il n'y en a pas. Donc, ne prenez pas un gros risque en fait. Merci beaucoup à tous, j'espère qu'on vous a éclairé sur ce sujet qui n'est pas évident. Merci à tous.